3 jours après mon mariage, mes parents m'ont confronté avec un contrat. Ils exigeaient que je cède la maison à mon frère, affirmant que je leur devais. J'ai signé. Et disparu cette nuit-là. Au matin, ils l'ont découvert. Le matin où mes parents sont venus réclamer ma maison, ils se tenaient sur le porche d'entrée, souriant comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Mon père avait un dossier glissé sous le bras. Ma mère tenait un plateau de muffins achetés en magasin, comme s'il s'agissait d'une simple visite dominicale. Et mon jeune frère, Sébastien, se penchait contre son camion dans l'allée, affichant ce sourire narquois qu'il avait quand il savait qu'il allait s'en tirer impunément. Mais le sourire de Sébastien s'est effacé environ 10 minutes plus tard, car au moment où ils ont ouvert la porte, la maison était vide. Pas de meubles, pas de vaisselle, pas de photos, rien que des murs nus et le silence de leur propre pas résonnant. C'est à cet instant qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Mais pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il faut remonter 3 jours en arrière. Nous étions au retour de mon mariage. Je me suis marié un samedi après-midi d'août à la fin du mois de mai. Ce genre de journée de printemps en Ohio qui ressemble à une promesse, ciel bleu, légère brise, l'odeur de l'herbe fraîche flottant par les fenêtres ouvertes de la petite église de la rue des Lilas. J'avais 38 ans, et c'était la première fois de ma vie que je sentais que quelque chose m'appartenait vraiment. Mon mari, Théo, se tenait devant l'église, portant un costume sombre qui masquait à peine les taches de graisse sous ses ongles, résultat de son travail au garage. Il avait essayé de les frotter ce matin-là, mais des années passées à réparer des moteurs finissent par imprégner la peau. C'est ce qui me plaisait chez lui. Théo n'était ni sophistiqué, ni tapa accent grave l'œil. Il était fiable. À notre âge, la fiabilité vaut plus que les feux d'artifice. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital Saint-Martin de la Rivière à Clermont-Ferrand. J'y étais depuis presque 15 ans. De longs quarts de travail, des rotations de nuit, le genre de métier qui vous laisse les pieds endoloris, mais le cœur rempli. Théo possédait un petit atelier de réparation automobile dans l'ouest de la ville. Rien de luxueux, juste 3 ponts élévateurs, une machine à café usée, et des clients qui lui faisaient confiance. Nous nous sommes rencontrés parce que sa mère était l'une de mes patientes. C'est le genre d'histoire d'amour que les gens de notre âge comprennent. Pas dramatique, juste 2 personnes fatiguées qui ont trouvé de la bonté l'une chez l'autre. Mais mes parents n'ont jamais vraiment vu les choses ainsi. Pour eux, Théo n'était qu'un mécanicien, et les mécaniciens, apparemment, n'étaient pas assez impressionnants pour leur fille. Pourtant, ils sont venus au mariage. Ils se sont assis au 2e rang, raides et silencieux. Ma mère portait une robe bleu pâle qui semblait choisie plus pour l'église que pour la fête. Mon père a passé la majeure partie de la cérémonie à regarder sa montre. Et Sébastien, eh bien, Sébastien est arrivé en retard. Il l'était toujours. Sébastien avait 3 ans de moins que moi, mais on aurait dit qu'il était celui qui portait le poids du monde. C'est ainsi que mes parents le traitaient. En grandissant, Sébastien était le sensible, celui qui avait besoin d'aide supplémentaire, de compréhension supplémentaire, de pardon supplémentaire. Quand Sébastien a détruit sa première voiture à 19 ans, mes parents lui en ont acheté une autre. Quand Sébastien a abandonné l'université communautaire, ils ont dit que l'école n'était tout simplement pas sa voie. Quand l'entreprise d'aménagement paysager de Sébastien a fait faillite après 2 étés, ils ont blâmé l'économie. Pendant ce temps, je faisais des doubles quarts pour payer mes études d'infirmière. Mes parents n'ont jamais proposé d'aide pour les frais de scolarité. Mais c'était simplement la règle dans notre famille. Sébastien avait besoin de soutien. Je devais être forte. Du moins, c'est ce que je me disais depuis la majeure partie de ma vie. La cérémonie elle-même était simple. Un petit service religieux suivi d'un dîner dans un restaurant familial du centre-ville. Rien d'extravagant, juste des amis, des collègues et quelques parents. La famille de Théo a rempli la salle de rire. Mes parents sont restés silencieux à leur table. Sébastien a passé la majeure partie de la soirée au bar, mais je n'ai pas laissé cela me déranger, car pour une fois, la journée ne tournait pas autour d'eux. Quand Théo et moi avons dansé notre première danse, je me souviens avoir pensé à quel point tout était paisible, comme si les longues années de travail, d'épargne et de construction de quelque chose de stable avaient enfin mené à quelque chose de bien, surtout à cause de la maison. Cette petite maison signifiait tout pour moi. 2 chambres, un petit porche, un revêtement blanc qu'il fallait repeindre tous les quelques années, rien de chic, mais je l'avais acheté moi-même.
10 ans de quart supplémentaire, 10 ans de budget serré, 10 ans à dire non aux vacances et aux nouvelles voitures. Quand j'ai signé les papiers de clôture, je suis restée assise dans ma voiture après et j'ai pleuré. Pas parce que la maison était belle, mais parce qu'elle signifiait que j'avais accompli quelque chose par moi-même. Et maintenant, Théo et moi commencions notre vie ensemble là-bas. 3 jours après le mariage, alors que nous déballions encore des cadeaux, la sonnette retentit. Je me souviens avoir essuyé mes mains sur un torchon et être allé à la porte. Et là, ils étaient, mes parents. Sébastien se tenait derrière eux. Mon père tenant ce dossier. « Émilie » dit ma mère avec un sourire forcé. « Nous devons parler. » Théo s'avança dans le couloir derrière moi. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Mon père entra dans le salon, me dépassant, comme s'il était chez lui. Sébastien suivit, regardant la maison avec intérêt. Ma mère déposa les muffins sur la table. Puis mon père ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat. Il le fit glisser sur la table vers moi. « Signe ça », dit-il. Je regardai le document. C'était un acte de transfert de propriété. Ma maison cédait à Sébastien. Je clignai des yeux. Je ne comprends pas. Sébastien s'éclaircit la gorge. Je démarre une nouvelle affaire, dit-il. Ma mère hocha rapidement la tête. Et ton frère a besoin d'un endroit où vivre pendant qu'il lance son projet. Mon père croisa les bras. Tu es redevable à cette famille, Émilie. Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme une mauvaise odeur. Je regardai Théo. Il ne dit rien. Il regardait, c'est tout. Je me retournai vers mes parents. Pourquoi donnerais-je ma maison à Sébastien? Mon père soupira comme si j'étais difficile. Parce qu'il en a plus besoin que toi. Sébastien évita mon regard. Ma mère se pencha et posa sa main sur la mienne. Tu as toujours été la plus forte. Je sentis quelque chose de vieux et de familier se nouer dans ma poitrine. Cette même phrase, celle que j'entendais toute ma vie, tu es la forte. Ce qui signifiait en réalité, tu es celle qui renonce aux choses. Je regardai à nouveau le contrat. Puis je posai la question qui attendait en moi depuis 30 ans, si je signe ceci, est-ce que ce sera enfin suffisant? Mes parents n'hésitèrent pas. Oui, dit mon père. Et c'est à ce moment-là que je pris le stylo. Le stylo semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Ce n'était qu'un simple stylo à billes, en plastique bon marché, à encre bleue. Mais alors que je le tenais au-dessus de ce contrat, il portait le poids de 38 ans. 38 ans de fête d'anniversaire où Sébastien avait eu la plus grosse part de gâteau. 38 ans de Noël où ses cadeaux remplissaient la moitié du salon tandis que les miens tenaient parfaitement sous le sapin. 38 ans à entendre la même phrase, tu es la forte, Émilie. Je jetai un dernier regard à Théo. Il se tenait calmement près du comptoir de la cuisine, les bras légèrement croisés. Son expression n'était pas en colère. Elle n'était pas non plus confuse. Elle était calme, presque pleine d'attente. C'était Théo. Il ne se précipitait jamais dans les batailles des autres, mais il ne me quittait jamais non plus. La pièce était si silencieuse que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur derrière nous. Mon père tapa impatiemment sur la table. « Eh bien, dit-il. » Sébastien remua sur sa chaise. « Allez, Émilie, murmura-t-il. C'est juste temporaire. » Temporaire. Sébastien vivait temporairement depuis presque 20 ans. Emploi temporaire, appartement temporaire, idée d'affaires temporaire. Ma mère serra ma main. « Tu t'en es si bien sorti, dit-elle doucement. Ton frère a juste besoin d'un petit coup de pouce. » Je regardai à nouveau le contrat. Acte de transfert de propriété. Mon nom, le nom de Sébastien, un langage juridique qui effacerait 10 ans de ma vie d'une seule signature. Mais ce que mes parents ne réalisaient pas, c'est que quelque chose en moi avait déjà changé. Me marier avait fait cela. Parce que lorsque vous passez toute votre vie à être la personne responsable, vous commencez à croire que la responsabilité implique le sacrifice. Mais Théo m'avait passé les 2 dernières années à m'apprendre quelque chose de différent. La responsabilité signifie aussi protéger ce que l'on a construit. Je posai la pointe du stylo sur le papier et signai. Mon père se pencha immédiatement, attrapant le contrat avant même que l'encre ne soit sèche. Sébastien laissa échapper un faible sifflement. « Eh bien,
C'était plus facile que je ne le pensais, dit-il. Ma mère sourit, le soulagement se répandant sur son visage comme la lumière du soleil. Oh, chérie, dit-elle, me tapotant le bras. Tu ne vas pas le regretter. Je ne répondis pas. Théo s'approcha et prit le contrat des mains de mon père, y jetant un coup d'œil rapide. Puis il hocha la tête et le lui rendit. Il a l'air officiel, dit-il. Mon père rangea à nouveau le dossier sous son bras. Nous passerons demain matin, dit-il. Sébastien aura besoin des clés. Sébastien se leva et regarda à nouveau la maison, cette fois avec un sentiment de propriété. Ouais, dit-il. Je vais probablement repeindre l'endroit. Repeindre? Le mot me frappa étrangement. J'avais passé 2 étés à peindre ces murs. Chaque coup de pinceau après des journées de 12 heures à l'hôpital. Sébastien marcha vers la porte en premier. Mes parents suivirent. Ma mère s'arrêta dans l'embrasure. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Puis ils disparurent. La maison redevint silencieuse. Pendant un long moment, Théo et moi ne bougeâmes pas. Finalement, il expira lentement. Eh bien, c'était quelque chose, dit-il. Je m'affalai sur l'une des chaises de cuisine. Tu ne vas pas me demander pourquoi j'ai fait ça, dis-je. Théo alla à l'évier et se versa un verre d'eau. Non. Il prit une gorgée. Parce que tu n'as pas seulement donné ta maison. Je levai les yeux. Tu as remarqué? Il sourit légèrement. J'ai remarqué quelques trucs. C'est là que je sentis la tension quitter mes épaules pour la première fois de l'après-midi. Théo tira la chaise en face de moi et s'assit. Tu es prête? Demanda-t-il. Pourquoi faire? Pour la partie où nous disparaissons. Le reste de cette soirée se déroula tranquillement. Pas frénétiquement, pas chaotique, juste délibérément. Théo et moi avions déjà parlé de quelque chose comme ça une fois auparavant. Pas cette situation exacte, mais le schéma derrière elle. Les familles comme la mienne ne changent pas soudainement du jour au lendemain. Les attentes ne cessent de croître, plus de sacrifices, plus de responsabilités, plus de dons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et Théo m'avait posé une question simple des mois auparavant, que se passe-t-il lorsque vous dites enfin non? Je ne connaissais pas la réponse à l'époque, mais maintenant oui. On s'en va. Vers 18h ce soir-là, Théo recula son pick-up dans l'allée. Nous avons commencé à charger des cartons. La plupart de nos affaires n'avaient jamais été entièrement déballées après le mariage. Bref, ustensiles de cuisine, valises, vêtements. Théo travaillait tranquillement, sortant les meubles pièce par pièce, le canapé, la table de salle à manger, la commode de la chambre. J'ai décroché les cadres photos du mur du salon, celui de ma remise de diplôme d'infirmière, un de Théo et moi à la fête du comté l'été dernier, et une petite photo de la maison le jour où je l'ai achetée. Je glissai celle-ci dans mon sac à main. À 21h, les pièces étaient vides. La maison résonnait quand nous marchions dedans. Théo regarda sa montre. « Tu es sûr de vouloir faire ça ce soir ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. « Si nous attendons demain, mes parents arriveront tôt. » Il haussa les épaules. « Juste raison. Nous avons fait une dernière promenade dans la maison ensemble. La chambre, la cuisine, le porche. Le porche avait toujours été mon endroit préféré. J'avais l'habitude de m'asseoir là après de longs quarts à l'hôpital, buvant du thé glacé et regardant le quartier s'apaiser. En face, Monsieur Henri arrosait ses roses tous les soirs au coucher du soleil. Ce soir, il faisait la même chose. Il nous fit un signe de la main quand il nous vit. « Vous déménagez déjà ?» cria-t-il. « Nous rendons juste visite à de la famille pour un moment, » dis-je. Il gloussa. « Les jeunes mariés, ça se comprend. » Théo verrouilla la porte d'entrée derrière nous. Puis il me tendit les clés. Je les regardai un instant, puis les laissai tomber dans la boîte aux lettres. Sébastien les trouverait là demain matin. Théo grimpa côté conducteur du camion. Je m'assis à côté de lui. « Où allons-nous » demanda-t-il. Je regardai la rue tranquille. « Vers le sud » dis-je. « Le sud » confirma-t-il. Il démarra le moteur. Le camion s'éloigna lentement du trottoir. Je ne regardai pas en arrière. À 7h le lendemain matin, mes parents se garèrent dans l'allée avec Sébastien. Il souriait.
Sébastien sortit de son camion le premier, se frottant les mains. Eh bien, dit-il, voyons ma nouvelle place. Mon père monta les marches du porche et essaya la poignée de porte. Verrouillée. Émilie a dû laisser les clés, dit ma mère. Sébastien ouvrit la boîte aux lettres. Les clés étaient à l'intérieur. Il déverrouilla la porte et ils entrèrent tous les trois. Le sourire de Sébastien disparut presque instantanément. La maison était vide. Complètement vide. Pas de meubles, pas d'appareils électroménagers, pas de rideaux, rien. Sébastien entra lentement dans le salon. Qu'est-ce que, marmonna-t-il. Mon père fronça les sourcils. Ça n'a pas de sens. Ma mère entra dans la cuisine. Le réfrigérateur avait disparu. Le réchaud aussi. François, murmura-t-elle. Sébastien remarqua quelque chose sur le comptoir de la cuisine. Une seule enveloppe. Il la ramassa. À l'intérieur se trouvait une lettre. Il lut la première ligne à voix haute. Et soudain, sa voix parut très petite. Cher Sébastien, commença-t-il lentement. À propos de la maison. Les mains de Sébastien tremblaient alors qu'il dépliait la lettre. Mes parents se tenaient tout près derrière lui dans la cuisine vide. Les trois étaient entourés de murs nus et de silence. La maison ne sentait plus le café, le savon à lessive, ni le produit de nettoyage au citron que j'utilisais tous les samedis matins. Elle sentait la poussière. Sébastien s'éclaircit la gorge et commença à lire. Cher Sébastien, dit-il, à propos de la maison. Il s'arrêta un instant et regarda à nouveau autour de lui, comme si les mots pouvaient en quelque sorte expliquer le vide. Mon père fronça les sourcils. Eh bien, dit-il avec impatience. Continue de lire. Sébastien déglutit. Avant que tu ne commences à repeindre l'endroit, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ma mère porta une main à sa poitrine. François, murmura-t-elle. Sébastien continua, le contrat que vous m'avez apporté a transféré ma propriété de la maison. C'est vrai. Mon père hocha la tête avec raideur. Bien sûr que oui. Sébastien continua sa lecture. Mais ce que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est que je n'étais propriétaire que de la moitié de la maison. Silence. Le genre de silence qui tombe quand une tempête est sur le point d'éclater. Sébastien cligna des yeux. Quoi, dit-il. Mon père s'avança. Lis le reste. Sébastien poursuivit, l'autre moitié de la maison était légalement détenue par Théo. Lorsque nous nous sommes mariés, il en est devenu copropriétaire via l'accord de refinancement que nous avons signé l'année dernière. Le visage de mon père devint pâle. C'est impossible, marmonna-t-il. La voix de Sébastien vacilla alors qu'il lisait la ligne suivante. Hier après-midi, Théo a finalisé la vente de sa moitié de la propriété. Ma mère agrippa le bord du comptoir. Vendu à qui, murmura-t-elle. Sébastien regarda à nouveau la page. À une société d'investissement immobilier basée à Cincinnati. Mon père arracha la lettre des mains de Sébastien. Laisse-moi voir ça. Il lut le paragraphe suivant lui-même, ses lèvres se serrant à chaque mot. La société vous contactera sous peu pour discuter des modalités de copropriété. Conformément à la loi de l'Ohio, ils ont maintenant le droit de demander soit un rachat, soit une vente complète de la propriété. Sébastien regarda mon père. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? La mâchoire de mon père se crispa. Sébastien reprit dans le téléphone. Ouais, nous aurons peut-être besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Bien sûr, dit la femme. Nous enverrons les documents cet après-midi. L'appel se termina. Sébastien baissa lentement le téléphone. 160 000 $, murmura-t-il. Mon père fit les 100 pas dans la pièce. Cette fille a planifié ça, dit-il. Ma mère secoua la tête faiblement. Non. Émilie ne ferait pas une chose pareille. Sébastien ricana nerveusement. Eh bien, elle vient de le faire. Pendant ce temps, Théo et moi étions déjà à 3 heures au sud de Clermont-Ferrand. L'autoroute s'étalait devant nous en longues lignes grises, disparaissant dans les collines du Kentucky. J'étais assise tranquillement sur le siège passager, regardant les terres agricoles défiler. Pendant la première heure, aucun de nous ne parla. Puis Théo jeta un coup d'œil.
ça va? J'y pensais un moment. Et, étonnamment, oui. Je crois que oui, dis-je. Il hocha la tête. Bien. Nous avons roulé quelques kilomètres de plus avant qu'il ne parle à nouveau. Tu sais, ils sont probablement en train de devenir fous en ce moment. Je laissai échapper un petit rire. Sébastien, c'est sûr. Théo sourit. Ton frère a toujours préféré la voie facile. Je regardais les panneaux d'autoroute défiler. Cincinnati, Lexington, Nashville. Des endroits où je n'avais fait que passer auparavant. Tu te sens coupable? Demanda Théo doucement. J'ai examiné cette question avec soin. Pendant la majeure partie de ma vie, la réponse aurait été oui. Mais quelque chose avait changé. Non, dis-je finalement. Il hocha à nouveau la tête. C'est sain. Nous avons roulé dans un silence confortable pendant un moment. Puis Théo posa la question la plus importante. Alors, où veux-tu atterrir? Je regardai par la fenêtre les collines vertes qui s'élevaient au loin. Ta ville natale, dis-je. Là-bas. Ouais, sourit-il. Tu vas aimer là-bas. Calme, demandai-je. Très. Je laissai ma tête reposer contre le dossier. Le calme semblait parfait, car pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas quelque chose. Je choisissais où aller. Et de retour à Clermont-Ferrand, en Ohio, mes parents commençaient à peine à comprendre quelque chose qu'ils n'avaient jamais attendu. Pendant 38 ans, ils avaient cru qu'Émilie Martin sacrifierait toujours pour la famille. Mais ce matin-là, ils apprirent enfin ce qui arrive lorsque la Ford cesse de dire oui. L'appel de la société d'investissement arriva plus vite que mes parents ne l'avaient prévu. Sébastien m'en parla plus tard, mais j'imaginais la scène presque parfaitement, mon père faisant les 100 pas dans le salon vide, ma mère assise au comptoir de la cuisine tordant nerveusement son alliance, Sébastien fixant les murs comme si la maison l'avait personnellement trahi. Car c'est ça, le problème avec les gens qui s'attendent à ce que la vie leur donne quelque chose, ils n'imaginent jamais que la facture puisse arriver. 2 jours après notre départ de l'Ohio, Théo et moi avons traversé le Tennessee juste après le lever du soleil. Les collines étaient douces et vertes, couvertes d'arbres qui semblaient s'étendre à l'infini. La route serpentait doucement à travers de petites villes où les dîners ouvraient tôt et les pick-up remplissaient les parkings. Théo baissa la vitre et respira l'air frais du matin. Ça sent la maison, dit-il. Je souris. À Clermont-Ferrand, les matins sentaient généralement les embouteillages et le désinfectant d'hôpital. Ici, ça sentait l'herbe humide et la fumée de bois. La ville natale de Théo s'appelait Creux de la Fontaine, à environ 40 minutes de Nashville. Pas assez grande pour figurer sur la plupart des cartes, mais assez grande pour une épicerie, une église et un dîner où tout le monde semblait se connaître. Ses parents étaient décédés il y a des années, mais sa sœur aînée vivait à proximité avec sa famille. Elle l'appelait depuis des mois. « Reviens », disait-elle toujours. « Tu travailles trop dur dans cette ville. » Maintenant, pour la première fois, Théo écoutait. Nous sommes entrés en ville vers 8 heures du matin. Le dîner sur la rue principale avait une enseigne au néon rouge qui clignotait, ouvert. Petit déjeuner, demanda Théo. Absolument. L'endroit sentait le bacon et le café frais. Une femme âgée derrière le comptoir leva les yeux et sourit chaleureusement. Eh bien, je ne savais pas, dit-elle. Théo Dubois. Théo rit. Bonjour, Linda. Elle fit le tour du comptoir et le serra dans ses bras. Je pensais que tu avais oublié les gens de la ville. Jamais, dit-il. Linda me regarda. Et qui est-ce? Théo passa un bras autour de mes épaules. Ma femme. Ses sourcils montèrent en flèche. Eh bien, maintenant, dit-elle, souriant plus largement. Félicitations. Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre. Linda nous servit du café. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, dit-elle. Ta sœur a dit à la moitié du comté que vous pourriez revenir. Théo gloussa. Ça doit être ça. Tandis que nous mangions des œufs et du pain grillé, quelque chose en moi commença lentement à se détendre. Pendant des années, ma vie avait été mesurée en quarts d'hôpital, en factures, en responsabilités et en obligations familiales. Tout semblait lourd. Mais assise là, dans ce dîner calme, les choses semblaient plus légères, plus simples, comme si la vie m'avait soudainement donné la permission de respirer.
De retour en Ohio, la situation devenait beaucoup moins paisible. Sébastien appela la société d'investissement cet après-midi-là. Cette fois, mon père écouta en mode haut-parleur. La même voix calme répondit, « Monsieur Martin, nous vous avons envoyé les documents ce matin. » Sébastien se passa une main dans les cheveux. « Oui, à propos de ça. Nous aurons peut-être besoin d'un peu de temps. » « Combien de temps ?» demanda la femme. Sébastien regarda mon père. « Quelques mois, peut-être. » Il y eut une courte pause. « J'ai bien peur que cela ne soit pas possible, » répondit-elle poliment. Sébastien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » La société accorde généralement 30 jours pour les négociations de rachat. Mon père se pencha vers le téléphone. Ceci est François Martin, le père de Sébastien. Bonjour, monsieur Martin. Cette maison appartenait à notre fille. Vous comprenez sûrement qu'il y a eu une sorte de malentendu familial. La voix de la femme resta calme. Monsieur, notre société a légalement acheté la moitié de la propriété. Nous avons tout à fait le droit de rechercher une résolution. Sébastien murmura quelque chose. C'est de la folie. Mon père tenta une autre approche. Écoutez, dit-il en baissant la voix. Nous avons juste besoin de temps pour rassembler les fonds. Combien de temps ? Demanda-t-elle à nouveau. Mon père hésita. Nous n'en sommes pas sûrs. Je comprends, dit-elle doucement. Cependant, sans accord de rachat, l'étape suivante serait une vente par partage. Sébastien se frotta les tempes. Qu'est-ce que ça signifie encore ? Cela signifie que la maison sera mise sur le marché libre et vendue. Le visage de mon père s'assombrit. Et notre moitié ? Vous recevrez la moitié du produit. Sébastien ricana amèrement. Ce n'est pas le plan. Malheureusement, répondit-elle, c'est la loi. L'appel se termina. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Finalement, Sébastien donna un coup de pied dans le placard de la cuisine. C'est la faute d'Émilie. Ma mère tressaillit. Elle ne ferait pas ça juste pour nous faire du mal. Sébastien se tourna brusquement vers elle. Alors pourquoi ? Mon père regarda par la fenêtre. Parce qu'au fond, il connaissait déjà la réponse. Pendant ce temps, la sœur de Théo s'était arrangée pour que nous louions un petit chalet en dehors de la ville. Il se trouvait sur 2 acres de terrain entourés de grands chênes. Une clôture blanche bordait l'allée et un ruisseau étroit coulait derrière la propriété. La maison était vieille mais solide. 2 chambres, des planchers en bois qui craquaient doucement quand on marchait dessus et un large porche avec 2 chaises à bascule. Quand je montai sur ce porche pour la première fois, je sentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Théo déposa nos sacs à l'intérieur. Alors, dit-il en étirant ses bras. Qu'est-ce que tu en penses ? Je regardais les champs calmes et les collines lointaines. Je pense, dis-je lentement, que c'est peut-être le premier endroit où j'ai vécu qui ressemble vraiment à chez moi. Il sourit. J'espérais que tu dirais ça. Plus tard dans l'après-midi, j'appelai la clinique communautaire de la ville. Ils avaient besoin d'une infirmière. Les petites cliniques ont toujours besoin. Le docteur posa quelques questions sur mon expérience hospitalière. Puis il dit quelque chose de simple, quand pouvez-vous commencer ? Je regardai par la fenêtre de la cuisine les arbres se balancer au vent. La semaine prochaine, dis-je. Quand je raccrochai, Théo était debout dans l'embrasure de la porte. Tu as eu le poste ? Ouais. Il sourit. Tu vois ? Un nouveau départ. Je m'appuyai contre le comptoir. Théo. Ouais. Penses-tu que mes parents comprendront un jour pourquoi j'ai fait ça ? Il réfléchit un instant. Peut-être un jour, dit-il. Puis il ajouta doucement, mais d'abord, ils vont devoir comprendre ce qui se passe quand on pousse quelqu'un trop loin. Et de retour en Ohio, cette leçon ne faisait que commencer. Sébastien m'appela 4 jours après que la société d'investissement eut envoyé ses documents. J'étais dans la petite clinique de Creux de la Fontaine, apprenant où étaient gardés les placards de fourniture, quand mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche. Le numéro me semblait familier. Indicatif de Clermont-Ferrand. Pendant un moment, je fixai simplement l'écran. Théo,
qui était assis dans la salle d'attente en remplissant des formulaires pour le programme de bénévolat de la clinique, leva les yeux. « Ta famille ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête. Il ne m'a pas dit de ne pas répondre. Théo n'avait jamais été cet homme-là. Au lieu de cela, il dit simplement, « Peu importe ce que tu décides, je suis là. » Le téléphone continua de sonner. Finalement, je sortis sur le porche arrière de la clinique et répondis, « Allô ?» Pendant quelques secondes, Sébastien ne dit rien. Puis, sa voix parvint à travers la ligne. « Émilie ? » « Oui. » Une autre pause. « Où es-tu » Sa voix sonnait différemment de l'habitude. Moins suffisant, moins sûr de lui. « Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que maman et papa sont en panique. » Je m'appuyai contre la rambarde du porche. Ça doit être stressant. Sébastien laissa échapper un souffle frustré. Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas. Il y eut à nouveau un silence. Puis Sébastien alla droit au but. Tu dois réparer ça. J'ai failli sourire. Réparer quoi? Tu sais quoi, claqua-t-il. Toute cette histoire de maison. Le ruisseau derrière la clinique gargouillait doucement à travers les arbres. Je regardais l'eau couler sur les rochers. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, Sébastien, demandai-je calmement. Il ricana. Tu nous as trompés. Non, dis-je. J'ai signé le contrat que tu m'as donné. Ouais, mais tu as fait en sorte que la maison soit vendue. Soupirai-je doucement. Sébastien, tu m'as demandé de te donner ma maison parce que tu étais redevable à la famille. Les mots résonnèrent dans le jardin tranquille du Tennessee. Pendant un moment, nous ne parlâmes pas. Puis je lui posai une question que je m'étais posée pendant des années, pourquoi penses-tu ça? Sébastien hésita. Parce que c'est juste comme ça que les choses fonctionnent. Non, dis-je doucement. C'est comme ça que les choses fonctionnaient pour toi. Sa voix devint plus basse. Tu as toujours eu la vie plus facile. Je clignai des yeux. Plus facile? Tu étais le responsable. Maman et papa te faisaient confiance. Ils s'attendaient à ce que tu réussisses. Je laissai échapper un petit rire. Sébastien, sais-tu combien de quarts supplémentaires j'ai fait pour payer mes études d'infirmière? Ce n'est pas le sujet. C'est le sujet. Il ne répondit pas. Je continuai. Tu as détruit 2 voitures avant 25 ans. Maman et papa les ont achetées toutes les 2. C'était différent. Tu as abandonné l'université et ils ont dit que l'école n'était pas faite pour tout le monde. Sébastien se sentit visiblement mal à l'aise à l'autre bout de la ligne. Et alors? Tu nous punis maintenant? Non, dis-je. Je ne te sauve juste pas. Sébastien expira brusquement. Tu sais qu'ils vont perdre de l'argent à cause de ça. Je pensais à mes parents assis dans cette maison vide. Aux années de décision qui avaient mené à ce moment. Ils ont fait leur choix, dis-je calmement. Sébastien baissa la voix. Tu pourrais encore arrêter ça. Comment? Tu pourrais dire à la société de reculer. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les contrats. Il se tut à nouveau. Puis il dit quelque chose d'inattendu. Tu sais, c'était l'idée de papa. Cela attira mon attention. Vraiment? Ouais. Sébastien dit, c'est lui qui a dit que la maison devait rester dans la famille. Je m'appuyai contre la rambarde. Et tu n'as pas questionné ça. Sébastien soupira. Honnêtement, je pensais que tu allais protester. Pourquoi? Parce que tu le fais toujours. C'était vrai. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais protesté, me défendu, expliqué mes choix, essayé de prouver que je méritais l'équité. Mais quelque chose avait changé. Je n'ai pas protesté cette fois, dis-je doucement. Sébastien sembla fatigué. Sans blague. Une longue pause s'étira entre nous. Finalement, il parla à nouveau. La société dit qu'il nous reste 20 jours avant qu'il ne force la vente. Ça semble juste. Papa a essayé de parler à un avocat et ils ont dit que le contrat était solide. Je n'étais pas surprise. Théo avait été très prudent. La voix de Sébastien devint encore plus basse. Émilie, nous n'avons pas les moyens de racheter l'autre moitié.
L'aveu resta suspendu dans l'air. Pour la première fois de ma vie, Sébastien avait l'air effrayé. « Que veux-tu que je fasse » demandai-je. « Je ne sais pas » dit-il doucement. C'était une première. Une autre pause. Puis Sébastien dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de lui. « Maman pleure. » Je fermai les yeux. Cela me faisait encore mal. Malgré tout, la tristesse de ma mère atteignait toujours quelque chose en moi. Mais la tristesse n'efface pas la responsabilité. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, dis-je. Trop tard. L'eau du ruisseau continuait son rythme régulier derrière moi. Sébastien, dis-je prudemment. As-tu déjà pensé à ce que ce contrat me faisait ressentir ? Il ne répondit pas. Tu es entré chez moi 3 jours après mon mariage et tu m'as dit que j'étais redevable à la famille. Sa voix s'adoucit légèrement. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer ? Tu signes la maison. Je m'installe. Tout le monde est content. Je secouai la tête. Sauf moi. Sébastien laissa échapper un long souffle. Je suppose que je n'y ai jamais pensé. Pour une fois, il semblait honnête. Sébastien, j'ai dit que je n'avais pas disparu pour me venger. Alors pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une vie qui n'était pas bâtie sur le fait de renoncer aux choses. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il posa une question qui me surprit. Es-tu heureuse ? Je regardais les collines du Tennessee luisantes sous le soleil de l'après-midi. Oui, dis-je. Et pour la première fois depuis longtemps, cette réponse me sembla totalement vraie. Sébastien expira. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose. Avant de raccrocher, il ajouta une dernière chose. Tu sais, papa n'admettra jamais qu'il avait tort. J'y pensais. Puis je répondis calmement, il pourrait être obligé de le faire. Car, en Ohio, la société d'investissement venait de mettre la maison en vente. Et lorsque le panneau fut planté dans la cour avant, mes parents comprirent enfin que les conséquences étaient réelles. La lettre de ma mère arriva 3 mois après la vente de la maison. À ce moment-là, l'été s'était installé profondément dans le Tennessee. La clinique m'occupait la plupart du temps. Creux de la Fontaine n'était pas une grande ville, mais les gens travaillaient dur et ne voyaient pas toujours un docteur aussi souvent qu'ils le devraient. Hypertension artérielle, arthrite, diabète, des choses qui vous envahissent silencieusement après des années de vie. La plupart des patients étaient de vieux fermiers, des mécaniciens retraités, des veuves qui vivaient dans la même maison depuis 50 ans. Des gens qui me rappelaient les voisins avec qui j'avais grandi en Ohio. Des gens qui comprenaient que la vie ne se déroule pas toujours comme on l'a planifié, mais qu'il faut continuer d'avancer quand même. Un après-midi, après avoir terminé mon quart, je rentrai chez moi et trouvai une enveloppe dans la boîte aux lettres. L'adresse de retour fit se serrer mon estomac. Clermont-Ferrand, Ohio. L'écriture de ma mère. Je restai là, au bout de l'allée de gravier, un long moment avant d'ouvrir. Le papier à l'intérieur était simple. Juste une page. Pas de langage juridique, pas d'exigence, juste une lettre. Je la lus lentement. Émilie, ton père et moi avons passé les derniers mois à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je ne prétendrai pas que nous comprenons tout, mais je sais une chose maintenant, nous t'avons blessé. Quand la maison a été vendue, nous avons eu l'impression d'avoir perdu plus qu'une propriété. Nous avons perdu notre fille. Ton père n'a pas dit grand-chose à ce sujet, mais je vois que cela le pèse. Sébastien travaille maintenant à temps plein dans un magasin de bricolage. Il dit que c'est le premier emploi stable qu'il ait jamais eu. Peut-être que c'est une bonne chose qui est sortie de tout ça. Je t'écris parce que j'aimerais te voir. Sans contrat, sans attente, juste une visite. Amour, maman. Je lus la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Théo sortit sur le porche derrière moi. Du courrier de la maison, demanda-t-il. J'ai hoché la tête et lui ai tendu la lettre. Il la lut calmement. Quand il eut fini, il s'appuya contre la rambarde du porche à côté de moi. Qu'en penses-tu ? demanda-t-il. Je regardais la lumière du soleil de fin d'après-midi s'étendre sur les champs. Je pense qu'elle essaie, dis-je. Et ton père ? Je fis un petit sourire. Ça pourrait prendre plus de temps. Théo gloussa. Juste. Nous restâmes là quelques minutes dans un silence confortable.
Finalement, il demanda, vas-tu y aller? J'y réfléchis attentivement. Pendant la majeure partie de ma vie, retourner à la maison signifiait retomber dans les mêmes vieux rôles, la responsable, celle qui répare les choses, celle qui abandonne un peu plus. Mais les choses étaient différentes. Maintenant, je pense que oui, dis-je. Théo hocha la tête. Tu veux de la compagnie? Bien sûr. 2 semaines plus tard, Théo et moi sommes retournés en Ohio. Le voyage semblait différent cette fois. La première fois que nous étions partis, c'était une évasion. Cette fois, c'était une conclusion. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée de mes parents, la maison semblait exactement comme elle avait toujours été. Même revêtement blanc, même érable dans la cour. Mais quelque chose semblait différent. Peut-être que c'était moi. Ma mère ouvrit la porte. Pendant un instant, elle resta là à me fixer. Puis elle m'enlaça et me serra fort. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle. Je la serrai en retour. « Tu m'as manqué aussi. » Quand nous entrâmes, mon père était assis à la table de la cuisine. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Pas de manière spectaculaire, juste plus lourd d'une certaine manière. Le genre de poids que les gens portent lorsqu'ils ont passé trop de temps à réfléchir à leurs erreurs. Sébastien était là aussi. Il se leva maladroitement quand nous entrâmes. « Salut Émilie, dit-il. »« Salut Sébastien. » Pendant un moment, aucun de nous ne sut quoi dire. Finalement, mon père s'éclaircit la gorge. « Tu as l'air en forme, dit-il. »« Je le suis. » Il hocha lentement la tête. Théo lui serra la main. « Content de vous revoir, François. » Mon père fit un geste vers la table. « Asseyez-vous. » Nous nous assîmes tous. La pièce était calme mais pas hostile. Juste prudente. Ma mère versa du café. Sébastien fixait sa tasse comme si elle pouvait contenir les réponses à tout. Finalement, mon père prit la parole. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi nous vous avons demandé de venir. » J'ai croisé son regard. « J'ai une idée. » Il prit une longue inspiration. « Pendant des années, ta mère et moi pensions que nous aidions Sébastien. » Sébastien se remua sur sa chaise. « Mais avec le recul, continua mon père, nous ne l'aidions pas du tout. Nous le protégions de la responsabilité. » Personne n'interrompit. Mon père se frotta les mains et nous nous attendions à ce que tu portes le reste. Ces mots restèrent en suspens. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part. Sébastien parla enfin. « J'aurais dû dire non quand ils t'ont demandé de signer la maison, dit-il. » Je le regardai. Ça aurait été bien. Il hocha la tête. J'essaie de faire les choses différemment maintenant. Le magasin de bricolage? Demandai-je. Ouais. Tu aimes ça? Il haussa les épaules. C'est un travail honnête. Je souris légèrement. C'est un bon début. Ma mère essuya le coin de son œil. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne normal, dit-elle doucement. Mais j'aimerais avoir ma fille dans ma vie à nouveau. J'y pensais, à tout ce qui s'était passé, aux années précédentes et aux mois écoulés. Puis je dis quelque chose qui me surprit moi-même. Nous pouvons commencer par des visites. Ma mère hocha la tête avec impatience. Ça nous ferait beaucoup de bien. Mon père parut soulagé. Pour la première fois depuis longtemps, la tension dans la pièce s'apaisa. Ce n'était pas parfait. Mais c'était honnête. Et parfois, c'est le début de quelque chose de mieux. 1 an s'est écoulé depuis le jour où mes parents sont arrivés avec ce contrat. Parfois, je repense encore à ce moment, le dossier sur la table, le stylo dans ma main, la voix de mon père me disant que j'étais redevable à la famille. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru cette phrase, la famille signifiait sacrifice. La famille signifiait se mettre en dernier. Et pendant longtemps, j'ai pensé qu'être la forte signifiait accepter silencieusement tout ce qu'on me demandait. Mais la force, il s'avère, signifie quelque chose de très différent. Parfois, la force signifie s'en aller. La vie à Creux de la Fontaine s'était installée dans un rythme confortable. La clinique devint plus occupée à mesure que la nouvelle se répandait qu'une nouvelle infirmière était arrivée en ville. La plupart des jours, je voyais les mêmes visages familiers, Monsieur Clément avec son hypertension obstinée, Madame Durand.
qui n'oubliait jamais de prendre ses médicaments contre l'arthrite à moins que je ne l'appelle pour lui rappeler. Les gens ici ne bâclaient pas les conversations. Ils parlaient de leurs petits-enfants, de leur jardin, de la météo. Parfois, il est resté un peu plus longtemps que nécessaire juste pour avoir quelqu'un qui les écoute. Pour une infirmière, ce genre de communauté est un cadeau. L'atelier de réparation de Théo a ouvert 6 mois après notre arrivée. Ce n'était pas beaucoup plus grand que son ancien local à Clermont-Ferrand, 3 ponts, un parking de gravier et une enseigne décolorée indiquant garage du bois, mais le travail était stable. Camions agricoles, moteurs de vieux pick-up, occasionnellement un tracteur d'une des fermes voisines. Chaque soir, Théo rentrait, sentant l'huile moteur et le métal chauffé par le soleil. Et chaque soir, il semblait content. Un soir, nous étions assis sur le porche regardant les lucioles scintiller dans le jardin quand il me demanda quelque chose. « Tu le regrettes, parfois ?» Je savais exactement ce qu'il voulait dire, la maison, le contrat, tout ce qui avait suivi. Je me balançais lentement sur la chaise en bois. « Non, dis-je. Pas même un peu. » J'y pensais honnêtement. Je regrette le temps qu'il m'a fallu pour comprendre quelque chose. Quoi donc? Que l'amour n'est pas censé ressembler à une dette. Théo sourit. C'est une bonne leçon. Nous sommes restés assis tranquillement un moment. Le genre de silence qui semble paisible au lieu de vide. Mes parents ont commencé à nous rendre visite tous les 2 mois. La première visite fut maladroite. La deuxième fut plus facile. À la 3e visite, ma mère rapportait à nouveau des tartes faites maison comme elle le faisait quand j'étais enfant. Sébastien est venu une fois aussi. Il avait perdu du poids et semblait plus détendu que dans mes souvenirs. Travailler à des heures régulières lui avait fait du bien. Un après-midi, nous étions assis à la table de la cuisine quand il dit quelque chose qui me marqua. « Tu sais, dit-il, perdre cette maison a peut-être été la meilleure chose qui me soit arrivée. » J'ai haussé un sourcil. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Ouais, ça m'a forcé à grandir. » Mon père gloussa doucement. « Cette leçon nous a coûté pas mal d'argent. » Sébastien sourit. Ça valait le coup. Pour la première fois de nos vies, nous 3 parlions comme des égaux. Pas comme des rôles dans un vieux scénario familial. Juste des gens. Finalement, mon père s'excusa. Pas avec de grands discours dramatiques. Ce n'était pas son style. Un soir, il et moi étions debout dans le jardin regardant Théo réparer la clôture le long du ruisseau. Mon père s'éclaircit la gorge. Je n'aurais pas dû te demander de signer ce contrat. Je le regardais. Non, dis-je. Tu n'aurais pas dû. Il hocha lentement la tête. Nous pensions maintenir la famille unie. Et au lieu de ça, nous l'avons presque brisée. Il prit une longue inspiration. Tu as géré ça mieux que ce que je méritais. Je pensais à la maison vide, au long trajet vers le sud, et à la vie que nous avions construite depuis. Je n'ai pas tout géré parfaitement, dis-je. Mais je l'ai fait honnêtement. Mon père hocha à nouveau la tête. Et c'était suffisant. De temps en temps, quelqu'un à la clinique demande comment j'ai fini à Creux de la Fontaine. Quand ils le font, je donne généralement la version courte. Mon mari est d'ici, dis-je. Ce qui est vrai. Mais parfois, surtout quand je parle à quelqu'un de plus âgé qui comprend comment fonctionnent les familles, je leur en dis un peu plus. Je leur parle de la maison, du contrat, du moment où j'ai réalisé qu'être la forte ne signifiait pas tout donner. Et je leur dis autre chose aussi. Les familles ne sont pas parfaites. Les parents font des erreurs. Les enfants portent ces erreurs plus longtemps que quiconque ne l'imagine. Mais si les gens sont prêts à faire face à la vérité, parfois les choses peuvent encore être réparées. Pas effacées, mais réparées.